In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Je le voyais sourire, mon invité. Qu'est-ce qui te fait sourire? Dis-moi. Ça me fait sourire parce que je suis très content d'être là, c'est tout. C'est Ah, un d'accord. plaisir. Voilà, Tous les ça, jours, c'est on arrive à m'annoncer. une des plus belles entrées en la matière d'une émission micro-ciné. Je crois que ça doit être la 820e où, voilà, où j'interpelle mon invité. Je lui dis, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Je suis triplement content parce que, premièrement, on va parler de Hong Sang-soo. C'est normal. On continue. On en est au 5e film. Il y en a beaucoup qui arrivent après. Le film en question, c'est La femme et l'avenir de l'homme, que j'ai vu à sa sortie et qui était mon préféré et qui reste aujourd'hui encore mon préféré, même après avoir découvert les 27 autres. Voilà. Et même si je suis très critique sur certains aspects, mais ça, on en parlera. Deuxièmement, je suis très content parce que Jules Gauthier est critique de cinéma. Il a plein d'activités, plein de choses. Et surtout, il travaille pour On se fait un ciné, qui est une revue de cinéma pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. D'ailleurs, je salue toute l'équipe, sauf Thierry de Pinsant. Et troisième, pareil. Thierry aussi, ouais. Exactement. Et puis, troisième chose, eh ben parce qu'on va prendre. En fait, c'était la première chose, c'était le fait de parler de Hong Sang-soo, qui finalement. J'enregistre toutes les émissions dans un ordre complètement, on va dire, qui n'est pas lieu à la chronologie. Et donc, cette émission est enregistrée le 16 juillet. Après que j'en ai enregistré une douzaine, j'ai revu tous ces films et je pense que c'est effectivement peut-être le plus grand cinéaste aujourd'hui en activité. J'en suis assez sûr de cela. Donc, Hong Sang-soo, La femme et l'avenir de l'homme, avec Jules Gauthier, qui est d'ailleurs, donc, On se fait un ciné, mais aussi, il travaille pour l'association Réa. Ils ont un ciné-club au cinéma Le Luxe à Caen. Jules vient de Caen. Et puis aussi, il y a une émission de radio, c'est la radio Toucan, c'est une radio locale, Toucan. L'émission s'appelle Voix Off. Et c'est une émission qu'il co-anime avec Théo Guet, si tu avais très envie que je salue bien. Bah, oui. C'est un très grand voilà. Ami. Et, il aurait adoré, je pense, venir parler de Hong Sang-soo, qui est un cinéaste qu'il adore aussi. Mais il n'est hélas pas disponible. Bon, on le salue en tout cas. Comment vas-tu, Jules? Ça va très bien. Encore une fois, très content de parler de Hong Sang-soo et surtout de La femme et l'avenir de l'homme, sur lequel je me suis rué. J'étais très content de voir que dans la liste des films que tu m'as proposé, il y était. Parce que jusqu'alors, c'était mon Hong Sang-soo préféré aussi. Hélas, hier, j'ai vu In Water et désormais, c'est lui, mon Hong Sang-soo préféré. Comme quoi, je suis un peu d'accord avec toi. S'il arrive à se renouveler aussi bien et à faire des films qui sont tout aussi intéressants encore à l'époque contemporaine, c'est que c'est un immense cinéaste et que c'est un film qui commence à dater un petit peu. La femme de l'avenir de l'homme, c'est 2004, je crois, ou 2003. C'est ça, 2003, 2004. C'est début des années 2000, donc c'est son 5e film. Il a commencé le cinéma dans la fin des années 90. Et donc voilà, ça fait quand même presque à la fin de la décennie, ça va faire 30 ans de carrière et ça fourmille de films. Et je pense que d'ici là, il aura réussi à doubler le nombre de films qu'il aura fait, parce qu'au rythme auquel il va, ça va aller très vite. Mais ouais, c'est un cinéaste qui a encore beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à prouver aussi. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses dont on peut parler dans ses habitudes et dans son rapport au cinéma, c'est un cinéaste qui m'est très cher et je suis très très content d'en parler. Qu'est-ce qui te sensibilise d'emblée dans le cinéma de Hong Sang-soo et plus particulièrement dans La femme et l'avenir de l'homme? Alors, plus particulièrement La femme et l'avenir de l'homme. Je vais d'abord parler de Hong Sang-soo de manière générale, mais évidemment, ce qui me marque le plus dans Hong Sang-soo de base, c'est sa veine intimiste. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Et même, alors je suis désolé d'employer ce terme, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être tiquer, mais moi je suis concerné par ça, donc je me permets de l'employer. C'est ça, la veine autistique de Hong Sang-soo que j'aime bien faire ressortir, parce que pour pouvoir ressortir de tels sujets, en fait, c'est Hong Sang-soo, ce que j'adore avec lui, c'est qu'il fait de sa vie un film. Ça se voit encore plus dans In Water et ça se voit un petit peu aussi dans beaucoup des sujets qu'il aborde dans justement La femme et l'avenir de l'homme. Il prend vraiment les thématiques qui lui sont chères et il en fait quasiment les mêmes retours en situation à chacun de ses longs métrages. Moi, je trouve ça absolument particulier, parce que quand on va voir Hong Sang-soo, on sait à quoi s'attendre, mais
on sait très bien qu'il va réussir à le manier d'une manière totalement différente. C'est à chaque fois admirable. On fait revenir sur la table des thématiques comme les relations sentimentales très, très complexes, l'alcool, les artistes, les cinéastes. Là, je pense qu'il y a bien 3/4 des personnages de ces films, les personnages principaux sont des cinéastes. Enfin, c'est un point commun qui partage beaucoup avec Romer. Je crois que d'ailleurs on l'appelle le Romer coréen. C'est un thème que j'aime pas beaucoup. Ça peut se discuter, hein, ça. Ouais, c'est aussi quelque chose que j'aime pas beaucoup, mais voilà, parce qu'ils ont quand même beaucoup de points communs, mais aussi beaucoup de différences. Mais dans ce sens où ils fonctionnent beaucoup par carnet, ils écrivent ils transmettent ce qui leur est arrivé dans la vie, de manière générale, devant la caméra, comme si du jour au lendemain, il pouvait se passer de nouveaux trucs, et du coup, ça arrivait de façon impromptue dans le film. Et je vois vraiment pas beaucoup de cinéastes qui font ça, et c'est des trucs que j'aime beaucoup retrouver, parce que c'est quelqu'un qui m'a appris à apprécier les choses qui se déroulent autour de moi, les situations, ce genre de trucs, comme de bienheureux événements. Et il les articule comme tels, et il les montre comme tels, il les filme comme tels, et c'est quelque chose que j'adore chez lui. Et La famille avenir de l'homme, je pense que c'est un film qui me parle beaucoup, parce que déjà, c'est le premier que j'ai vu de lui. C'est pour ouvrir à ma cinématographie. C'était quand j'étais en L1, encore à l'époque, j'étais à la Sorbonne. J'avais une connaissance qui était d'origine coréenne, et qui est venue, que je salue d'ailleurs, j'espère qu'elle va bien, parce qu'elle m'a fait découvrir Hong Sang-soo, et que ça n'a pas de prix, parce que c'était son cinéaste préféré. Et elle m'a dit, écoute, moi je connaissais pas du tout Hong Sang-soo à l'époque, j'avais 17 ans. J'étais encore dans le bain de la cinéphilie. Hong Sang-soo, c'est un cinéaste qui ne me parlait pas du tout. Et j'ai commencé à regarder un peu sa filmo. Ça me paraissait un peu distant. C'était pas trop le truc qui me plaisait. Et quelques années plus tard, j'ai revu le premier film de lui que j'avais vu, du coup, qui était La famille de l'homme. Et je suis tombé sous le charme de ses représentations, de la façon dont il articulait les dialogues, les situations. Je me retrouvais beaucoup là-dedans. J'avais rarement vu un cinéaste qui articulait des scènes de conversation et de lendemain de soirée, ou ce genre de trucs, de relations à l'alcool, comme il le faisait. On va en discuter, mais typiquement la scène sur le terrain de foot avec l'écharpe, ça c'est des relations intimes, des passages, des pensées qui s'exécutent d'un seul coup, qui sont indescriptibles vocalement, mais qui le fait exprimer par des images de façon si simple et si singulière. La tromperie, la vérité, le mensonge, c'est quelque chose dont j'ai été tout de suite admiratif, et donc je me suis replongé dans sa filmographie, et j'ai vu beaucoup de films qui m'ont beaucoup plu de lui. Et donc voilà. Alors, moi j'adore, non, j'adore pas, mais j'y suis contraint, je suis pas capable de raconter l'histoire d'un film, je sais pas faire, je jamais su faire, pour des raisons qui me dépassent, donc j'aime bien lire le synopsis qu'on trouve, soit dans le dossier de presse ou sur Wikipédia, et ensuite on va essayer de construire le synopsis. Donc ça dit quoi? Ça dit que le film suit 2 amis, Moon-ho et Yong-gon, qui retrouvent Sun-hwa, une femme qu'ils ont aimée à l'université. Et ils explorent donc les souvenirs de leur relation passée avec elle. Bon, voilà, ça c'est le synopsis. On va le mettre à la poubelle, et on va en parler autrement du film. Oui. Le début du film est, je trouve, extraordinaire. Donc il y a ce cinéaste qui s'appelle Unju, qui revient des États-Unis, et qui donc va voir son ami Moon-ho, qui est professeur d'art plastique, et ils ont rendez-vous chez Moon-ho. Et en fait, lui se trouve dans son jardin, complètement enneigé. Il a neigé. On est en hiver, certainement. Et donc, Unjo arrive, et lui dit, donc ils sont contents de se retrouver, tout ça. Et puis, son ami lui dit, voilà, c'est mon jardin, j'ai une surprise pour toi. Et alors, il dit, mais quoi? Il dit, regarde, personne n'a marché sur la neige. Donc, vas-y, je t'en prie, fais ça. Quand on voit ça, je trouve que c'est une entrée extraordinaire dans la matière Hong Sang-soo. Qu'est-ce que tu penses de ce moment-là? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit déjà que le rapprochement que j'ai voulu faire juste avant, le terme est un peu galvaudé, mais c'est la veine très, j'aime bien ce terme, hein, pardon, je vais le répéter, mais autistique de Hong Sang-soo. C'est que personne n'aurait pu penser à part lui à ce genre de scène. Voilà, j'ai pas marché dans la neige pour que tu puisses à ton tour apprécier le moment
d'entrer, de faire les. Enfin, tout le monde a déjà vécu ce moment. C'est-à-dire qu'il y a de la neige dehors. Moi, je vis en Normandie, c'est relativement excessivement rare. Donc, pouvoir marcher dans la neige, mettre un pas, entendre le crissement sous les pieds, c'est vraiment une satisfaction immense. Et pouvoir réussir à partager ça de façon cinématographique. C'est-à-dire ne pas simplement l'évoquer comme un moment, comme par exemple, on aurait pu faire ça de façon bien plus poétique, c'est-à-dire faire des envolées lyriques sur le fait que marcher dans la neige, voilà, tout ça, c'est formidable. Mais là, il prend une scène une terrasse de neige immaculée, et il fait rencontrer deux amis, il lui dit, voilà, il n'y a personne qui est marché sur la neige, je veux que tu en profites. Et ce qui est encore plus beau, c'est que derrière, il surenchérit sur quelque chose qui est encore plus intense. C'est que son ami marche dans la neige, mais ensuite, pour revenir, il marche dans ses pas, il marche à reculons. Et ensuite, il lui regarde, il fait, voilà, comme ça, on croirait que c'est quelqu'un qui vient de la neige, qui est venu sur le chemin. On croirait que c'est quelqu'un qui a pop d'un seul coup sur la terrasse, et on ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu. C'est devenu un mystère, en fait, cette série de pas. Et ce petit jeu comme ça, ultra enfantin, c'est une parfaite entrée en matière des deux personnages qui sont encore, je dirais pas ancrés dans leur passé, ça n'a pas beaucoup de sens, ou alors entrés dans leur gaminerie. C'est des gens qui ont une vision du monde qui est encore très bénigne, qui est encore très primaire. Ils s'amusent de petites choses. Ils ont pas, dans Hong Sang-soo, on parle pas d'administratif ou quoi que ce soit. C'est des trucs qui passent à la poubelle. C'est directement, on évoque les sentiments des personnages, ou alors on retrace des moments du quotidien qui peuvent être des petits instants d'admiration qui sont toujours succulents ne serait-ce qu'à admirer, mais aussi dont tout le monde peut profiter. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, le fait de marcher dans la neige, c'est une sensation que beaucoup de monde a déjà vécue. Et moi, cette entrée en matière, elle me marque tout de suite, parce que, encore une fois, j'ai jamais vu un cinéaste montrer des relations aussi intimes et aussi sommaires de façon aussi importante. C'est quand même une scène sacrément marquante. Il insiste vraiment dessus. C'est un plan fixe. Continue à tourner sur la scène. Il veut vraiment montrer cet instant comme un instant de camaraderie formidable. Et il y a rarement des cinéastes qui ont réussi à faire ça pour moi. Est-ce que ces deux jeunes hommes qui sont maintenant adultes, mais qui parlent beaucoup de leur adolescence, donc, mais aussi de leurs études à la fac et donc de cette femme, de leur vie, de leur jeunesse, est-ce que ces deux personnages, c'est le film qui va leur permettre de faire le deuil de tout ça et de passer à autre chose? Non, certainement pas, non. C'est même le contraire, ça va les enfoncer encore plus là-dedans, parce que en gros, après qu'ils aient fait la scène du jardin, ils vont aller dans un bar. Bien sûr, dans Hong Sang-soo, on va toujours quelque part pour aller boire ou manger, surtout boire. Après des quantités assez indécentes d'alcool ingérées, il y a une scène de flashback. Je crois que c'est l'une des rares fois où il y a un flashback dans Hong Sang-soo. Alors, j'ai pas vu toute sa filmographie, contrairement à toi, mais je sais pas. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Si, ça arrive souvent. J'ai pas vu beaucoup de Hong Sang-soo. Il y a un flashback justement. Ça, c'est particulier. Mais justement, le personnage du cinéaste voit une femme à l'extérieur, une passante, etc. Il y a un léger zoom sur elle, les zooms aussi très grands, trop de Hong Sang-soo. Et là, d'un seul coup, on revient dans le passé où on rencontre cette femme qui, c'est pas la même femme qu'il voit à l'extérieur. Il a juste vu une femme à l'extérieur aléatoire. Et ça lui a fait penser à ses relations de jeunesse. La femme qui s'appelle Sun-hwa, qui du coup est un amour qu'il a partagé avec l'ami avec lequel il déjeune. Et justement, cet instant d'introspection, au moment où son ami qui est professeur d'arts plastiques s'en va, il se plonge dans ses pensées où il a rencontré cette jeune femme qui était une amie et qui, de retour en Corée, s'est fait agresser sexuellement par un ancien de ses camarades. Et du coup, dans une scène qui est assez particulière, on va dire, de ses propres termes, il la lave de ses péchés, c'est-à-dire qu'il lui fait, déjà, il lui fait prendre une douche et il lui fait l'amour comme de façon beaucoup plus continue. Ensuite, c'est l'autre ami qui va refaire la même scène, c'est-à-dire qu'il va revoir la même femme à l'extérieur, il va avoir la même pensée, ça part dans ce genre de circonstances, et d'un seul coup, à la fin de la scène du bar, ils se disent « Viens, on va la revoir, parce que je pense que ça va nous manquer. » Et il la revoit, il voit que les années ont passé, que c'est plus tellement la même personne, et finalement leur relation avec elle a évolué ou pas tellement,
finalement, parce qu'ils essayent tous les deux d'essayer de reprendre un peu relation avec elle. Et c'est pas dans un tourbillon de beaucoup de choses, de conversations qui se passent plus ou moins bien, de situations qui essaient de se rattraper, de désillusions, d'illusions, de vérité, que ce soit. Il y a une scène en particulier que j'aime beaucoup, où justement les deux amis attendent Sun-hwa dans un bar en mangeant du poulet. Le cinéaste, l'ami cinéaste dit, mais moi j'avais vraiment beaucoup l'habitude de manger avec Sun-hwa du poulet, elle adorait ça, etc. Dans un bar, moi je maintiens ce souvenir en place. Et quand Sun-hwa arrive, elle demande à se quitter le bar parce qu'elle ne supporte pas l'odeur du poulet. Ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si il a fantasmé cette scène ou s'il a menti à son ami pour essayer de faire bonne figure en disant « Ouais, c'est moi qui ai l'avantage sur elle, t'inquiète pas, fais pas genre ». Et d'un seul coup, il se fait rattraper par la réalité en disant « Mais non, c'est quelque chose que tu as inventé ou alors c'est quelque chose que tu as fantasmé ». On n'a jamais vraiment la commune mesure de savoir si les personnages ont fantasmé leur relation avec cette femme ou si ça s'est vraiment passé et si cette personne a changé avec les années, si juste elle aime juste plus le poulet comme avant ou ce genre de truc. C'est des couches de réalité contiguë qui se superposent et finalement, à la fin du film, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre tous ces personnages. C'est ça que je trouve génial. Et leur relation n'a pas tellement changé entre les films. D'ailleurs, la dernière fois qu'on voit Sun-hwa dans le film, c'est le jeune cinéaste qui la quitte énervé devant une rambarde. J'ai lu exactement ce qu'ils se disent, mais c'est un choc pour lui, c'est un choc pour elle. Ils ont évolué, ils sont plus du tout comme avant, et finalement, à un moment, il faut accepter de pouvoir passer à autre chose, même s'ils n'y arrivent pas. C'est ça le truc chez Hong Sang-soo, c'est qu'on essaie de passer à autre chose, mais c'est le désir est toujours plus grand et ça reste maintenu dans le crâne, et toute notre vie et toutes nos aventures extérieures sont agencées autour de ce point. Est-ce que ce que tu disais là au niveau de se remémorer les choses, de les fantasmer aussi certainement, donc d'être dans le souvenir ou de se ressouvenir, est-ce que tout cela crée au film différents rythmes, ou alors Hong Sang-soo réussit à créer une unité de rythme? Oui, dans tous les cas, c'est relativement suffisamment bien agencé, puisque, comme on l'a dit, la scène de flashback et les doubles scènes de flashback sont bien réparties. Moi, j'aurais pas jusqu'à dire qu'elles sont bien réparties. C'est là, pour le coup, en termes de montage, il y a beaucoup de choses à redire sur le cinéma de manière générale. Je suis pas un adepte dans ce genre de truc. J'ai juste à dire que les scènes sont suffisamment bien superposées pour qu'on puisse comprendre la trame et le fait qu'on arrive dans le fantasme à un tel moment et on en sort, la réalité arrive brusquement les contrarier à tel moment. C'est justement, ce qui est marrant, c'est que le truc qui les fait sortir de leur fantasme, enfin de leur souvenir, c'est le retour de l'ami qui revient sur la table. Ou alors, c'est cette serveuse qui, à 2 reprises, se fait alpaguer par les 2 hommes. Le premier dit vous inquiétez pas, moi je suis cinéaste, je vais vous faire tourner, vous voulez avoir une carrière, etc. Alors qu'elle n'a rien demandé. Et le deuxième, encore plus brutalement, il lui dit moi je préfère d'art plastique, moi je vous trouve magnifique, il faudrait vous prendre comme modèle, et il lui demande carrément de poser nu pour lui, quoi. Enfin, c'est absolument le truc que je trouve génial, c'est qu'après la caméra suit la serveuse, où sa chef lui demande mais attends, mais qu'est-ce qu'il t'a demandé lui, etc. Il dit oh, rien du tout, l'habitude, quoi. Et c'est la relation qu'ont les 2 personnages aux femmes et évidemment pathétique, lamentable. C'est souvent comme ça qu'ils filment ces hommes, d'ailleurs. C'est des espèces de canards, en gros. Je sais pas comment Alors, explique pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le sens du mot canard. C'est des hommes qui ont beaucoup de problèmes avec le fait d'agencer leurs sentiments avec les femmes, quoi. C'est un peu, ils cherchent continuellement à avoir des relations, quoi que ce soit, pour l'aspect éphémère de la chose. Et souvent, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop nuls. Et c'est un peu ça, souvent, les hommes chez Hong Sang-soo, ils sont un peu nuls. Ils sont affectueux parce que, justement, ils n'y arrivent pas, mais ils ont vraiment ce côté lourdeau, balourd. Ils ont vraiment un côté... on ne sait pas s'y prendre, et on ne sait pas s'y prendre de la mauvaise chose. Ça peut juste être mignon, mais là, non, ils sont juste pénibles, quoi. C'est vraiment, ils alpaguent une serveuse qui n'a rien demandé à personne pour essayer de leur proposer un rendez-vous, que ce soit. D'ailleurs, ça se voit d'ailleurs dans les flashbacks,
où le personnage du professeur d'art plastique, je suis désolé, je n'ai pas retenu les prénoms exacts, la première fois la première flashback qu'on voit avec Sun-Woo, il essaye de la forcer à avoir une relation sexuelle avec lui. Enfin, c'est vraiment très déplacé. Et elle lui dit, mais enfin, c'est pas comme ça. Et on en parlait justement avant l'émission, mais pour moi, le gros problème de la famille l'avenir de l'homme, c'est cette espèce de misogynie latente qui surgit durant tout le film et qui heureusement ne reviendra qu'assez rarement, voire très rarement dans le reste de sa filmographie. Il a vraiment appris à filmer les femmes d'une autre manière, mais là c'est quand même assez particulier. Et pour revenir, du coup, parce que c'est un peu, j'ai un peu divergé sur le reste du film, à cette relation avec le souvenir. Il y a cette scène dans le terrain de foot qui est ma scène préférée, où le professeur d'art plastique rencontre d'anciens élèves, des élèves qu'il a eus, et il se dit, bon, voilà, il y a un élève qui vient lui arriver, il dit, vous vous souvenez de nous, venez, on est sur les gradins, et là, il refuse de venir sympathiquement, et on lui donne une écharpe parce qu'il a froid. L'écharpe, il la met autour de son cou, il la renifle, il la respire, c'est une longue scène où il reste assis sur le banc, il ferme les yeux, il respire l'écharpe. Et d'un seul coup, on a une scène où justement il arrive devant les gradins, et où il rencontre les élèves, et on a une scène ubuesque, où tous les élèves sont en admiration autour de lui, où il le couvre de compliments, c'est un peu la star de la tribune, quoi. Tous les élèves rigolent amèrement autour de lui, et quand on revient sur la scène de l'écharpe, où justement il y a une des élèves qui lui dit, tenez, prenez mon écharpe parce que vous avez froid, il la respire et il répète plusieurs fois, putain, ça sent bon, ça sent vraiment bon, ça sent vraiment très bon. Tous les élèves sont morts de rire, et d'un seul coup, on revient à la réalité où il est encore tout seul assis sur son banc, et où les élèves viennent le chercher en disant, bah, ils sont partis, est-ce que vous voulez boire un verre avec nous? Et là, on arrive hors du fantasme, où il était montré comme étant apprécié de ses élèves, etc., jusqu'à la scène du bar, où c'est une scène de bar parfaitement normale, où des élèves discutent entre eux, et où le professeur n'a pas grand-chose à dire, jusqu'au moment où un élève dit, écoutez, j'aime pas beaucoup vos méthodes, j'aime pas beaucoup ce que vous avez fait avec nous, et où il pousse une gueulante en disant, comment est-ce que tu oses dire ça, je vais t'apprendre ce que c'est, etc. Et où ça se passe pas du tout comme il l'espérait, quoi. C'est moi, professeur, j'attends de mes élèves qui me respectent, sauf qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça en réalité. Il y a du relatif, il y a des couches de réel qu'il faut anticiper. Et voilà, c'est des personnages qui vivent avec leurs idéaux, qui vivent avec leur vie espérée. Ils ont beaucoup d'attentes envers ce qui va se passer plus tard ou ce qui s'est passé auparavant. Et finalement, ça nous fait réfléchir sur les flashbacks qu'il y a eu avec Sun-Woo, en se disant, est-ce que ces flashbacks se sont vraiment produits? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'ils se sont passés, ou est-ce qu'il y a eu une autre couche derrière, une quatrième dimension, où finalement ça s'est passé comme tel, et le spectateur n'en saura rien. Et, il est laissé seul à son imagination, et ça, je trouve ça génial. Des cinéastes qui font ça, qui jouent avec l'intrigue en disant, ce que je montre, c'est pas tout à fait vrai, ça vient de l'esprit d'un même personnage. Et il y a que finalement la dure réalité où c'est juste deux gros lourdeaux qui discutent comme deux hommes normaux dans un bar auxquels vous pouvez vous fier. Le reste, je ne vous dis pas. Alors, Canard, en fait, le sens est différent. Canard, c'est un homme qui est mené à la baguette par une femme. Donc, c'est aussi un petit peu oui, c'est vrai que je me suis un peu mal exprimé par rapport à ça, mais j'ai un point parce que j'arrivais pas à trouver le terme, je m'excuse, mais voilà, non, mais il n'y a pas de souci, mais tant mieux parce que ça crée, ça me permet de rebondir sur ça, c'est que ce qui est très étrange, ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les films de Hong Sang-soo montrent plutôt montrent toujours des personnages qui sont soit poètes ou cinéastes, parfois critiques de cinéma, mais qui sont dans le milieu de la fabrication, de la création, même si on ne les voit pas dans la création, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas sur un plateau de tournage ou quoi que ce soit. C'est ça qui est très intéressant. Et très souvent, il y a quelqu'une qui vient demander un autographe auprès de ces artistes-là. Alors que dans La femme et l'avenir de l'homme, c'est un petit peu le contraire. Enfin, c'est même carrément le contraire, dans le sens où ils se permettent leur position, ils se permettent, de par leur position, de séduire les femmes. Il y a ça. Il y a aussi autre chose, c'est effectivement le rapport à la femme. C'est intéressant de voir comment ça les renvoie, les hommes, ça donne un miroir pathétique, très instable,
de ces adultes, de ces enfants dans un corps d'adulte. Et alors que maintenant, depuis certainement ce qui a chamboulé la vie de Hong Sang-soo, c'est-à-dire l'irruption dans sa vie de Kim Min-hee, qui a fait que les choses sont beaucoup plus différentes. Oui. Et le cinéaste est devenu un cinéaste qui a tendance à sonder avec beaucoup de justesse et de lucidité et les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont vraiment des personnages. Et donc, c'est intéressant de se dire comment en 2002-2003, il y a ce film qui est là, qui vient juste après d'autres films comme La Vierge, mise à nu par ses prétendants, etc., où il y avait aussi un rapport très, très fort, très cru. Et aussi, il y a une troisième chose, un troisième aspect, c'est la sexualité, voire même les scènes de sexe, qui sont juste d'une tristesse sauvage incroyable. Totalement. Et c'est intéressant peut-être de parler de ça, de ces scènes de sexe qui sont extrêmement crues, tristes, sauvages, pathétiques. Et je trouve qu'il n'y a pas de beauté là-dedans. Mais ça dit aussi beaucoup de choses de ces hommes finalement. Bah ouais, c'est des scènes qui arrivent, comme tu l'as dit, assez brusquement. C'est que, comme on l'a dit, justement, la scène le premier flashback, c'est ce mot qui revient, qui est en Corée, et il y a un ami qui revient de son service, enfin un ami, quelqu'un qui revient de son service militaire, qui l'embarque dans un taxi et selon ses dires, l'a violé. C'est ce qu'il raconte à son jeune ami cinéaste qui est encore assez jeune dans le milieu, au bar. Et du coup, lui, il va essayer de s'investir d'une mission en disant non, c'est pas possible, cette personne est trop pure, il faut que même selon ce qu'il dit, il faut que je la lave de ce qui lui est arrivé. Et c'est ce qu'il lui dit durant la scène de sexe en plus. Est-ce que tu comprends, je te purifie, en gros, voilà, de ce que je suis en train de faire. Alors que la scène est vraiment, c'est un missionnaire classique, quoi. Ils sont vraiment dans aucune autre position. Même l'autre scène de rapport sexuel avec l'autre, c'est vraiment d'un basique absolu. Et il insiste un peu là-dessus. La scène dure une bonne minute où ils sont vraiment sans grands ébats dans le lit en train de faire leur affaire. La seconde scène de sexe aussi, c'est pareil, sauf que là, c'est encore plus ridicule puisqu'elle lui demande littéralement, est-ce que je peux gémir? Est-ce que j'ai le droit à une intervalle pour pouvoir exprimer ne serait-ce qu'une seule émotion de plaisir, et on ne sait pas du coup si c'est vraiment du plaisir véridique ou si elle simule ou je ne sais quoi. Enfin, c'est quelque chose qui se fait de façon assez lourdingue. Ça se fait comme ça, il le montre de façon très basique, en plan fixe. Il ne se passe pas grand-chose d'autre et on a l'impression qu'il n'y a pas de connexion entre les deux personnages. Ça se fait de façon quasi systématique. Enfin, il n'y a pas de relation particulière d'amour entre les personnages, que ce soit dans la première scène de sexe ou dans la seconde. Il n'y a pas grand-chose qui se crée, il n'y a pas d'émotion, c'est platonique, on va dire. On dirait que c'est une scène de sexe qui a été faite pour la postérité. On fait ça pour ça, comme ça, et puis on verra bien après. Et d'ailleurs, c'est ce qui se dit après, ils sont en lit, ils discutent rapidement, et il ne se passe pas grand-chose d'autre, quoi. C'est des relations qui sont assez... D'ailleurs, en revenant par rapport à ça, c'est au moment où ils doivent se quitter à l'aéroport, où les trois personnages sont pour la première fois réunis dans un flashback. C'est le jeune cinéaste qui l'enlace, etc. Et le professeur d'art plastique est derrière. On le voit derrière, dans un champ qui est assez lointain, mais il est là. Et il faut réussir à le remarquer, parce qu'il les a accompagnés. Et là où on pensait à une scène un peu intimiste entre les deux, où ils se disent au revoir, pour lui qui part aux États-Unis. D'ailleurs, Hong Sang-soo est parti faire ses études aux États-Unis aussi. Enfin, le rapprochement entre ces personnages de cinéastes qui font du cinéma et lui est toujours quelque chose de super important à préciser. Et le troisième personnage, il est en fond, il regarde la scène de rapprochement comme si, c'est pas tellement de la jalousie, c'est un peu de la déception. On regarde ça et puis on espère que les choses vont évoluer au fur et à mesure. Et puis donc, il y a cette espèce d'envenimement dans leur relation qui va rester durant tout le film et qui apparaît désormais comme assez évident, qui va se dire, écoute, on aime la même femme et ça va rester comme tel. Et on ne sait pas finalement si quand ils se retrouvent, ils l'ont oublié, parce que lui, du coup, le propriétaire de plastique, il a une maison, il a un chien, il a une femme, il a tout ce qu'il faut, il a changé de relation, mais on dirait que finalement, c'est quelque chose qui lui est pas suffisant, soit qui est pas quelque chose qui est
qui est encore une fois quelque chose d'assez platonique, puisqu'on a encore une fois à la fin, il va réussir à aller avec une étudiante dans un motel pour qu'il puisse réussir à lui accorder une fellation. D'ailleurs, le lendemain de la soirée où il retrouve Moonwo où ils ont pas mal bu, et le lendemain matin, le premier truc qui lui dit quand ils sont allongés tous les deux dans le canapé le lendemain, il lui demande s'il peut lui faire une fellation, quoi. C'est aussi simple que ça. Et la fellation est vraiment même ultra triste, quoi. C'est même pas triste, c'est un peu, ouais, c'est pathétique, quoi. Elle accepte, mais ça dure 30 secondes, et puis voilà, qu'on passe à autre chose. Ça passe en coup de vent, c'est un claquement de doigts dans une vie, ça apporte rien d'autre, quoi. Et puis finalement, mais c'est quelque chose qu'ils veulent, ces personnages, finalement. Enfin, lui, en tout cas. Et c'est encore une fois quelque chose qui je pense qu'il n'aurait pas refait, parce que c'est quand même une scène qui est assez humiliante, ne serait-ce que pour l'intégrité du personnage, mais aussi pour le rôle du personnage féminin, parce que c'est vraiment juste, malgré le fait qu'il essaie de la faire vivre dans son appartement, qu'il a une amie, qu'il a une chienne, qu'il a ce genre de vie, elle est avant tout vue filmée comme étant une cible des attentes et des désirs, comme une espèce d'objet incontrôlable, un électron libre qui vit sa vie à côté, mais ça reste quand même un personnage qui existe selon ses prétendants. On la voit ne serait-ce qu'un seul instant exister à côté, mais elle est toujours réassociée ensuite à ces personnages masculins. Et c'est une évocation qui a plus tard pris bien plus de liberté et de qualité, ne serait-ce que dans ces films d'après, où là, on a des personnages féminins qui, eux, existent réellement, qui ont du répondant face à leurs homologues masculins, et qui, je pense à Sunny, par exemple, qui est un film que j'aime beaucoup aussi de lui, où on retrouve encore une fois ces personnages d'hommes pathétiques qui essaient d'essayer de se plier à la volonté d'une seule et même femme, qui se retrouvent tous à trois à la fin, à essayer de se dire qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle est, on a qu'à rester ensemble, puis voilà. Mais cette fois-ci, on montre Sunny comme beaucoup plus indépendante, beaucoup plus volontaire de sa vie, et qui réussit à s'en sortir, et qui réussit à exister hors des relations qu'elle a avec les hommes. Ce qui n'est pas tellement le cas de la famille La Viande de l'Homme. Et surtout par rapport aux étudiantes aussi. L'étudiante, à la fin, c'est exactement son cas. D'ailleurs, il y a encore une fois, et ça revient de façon assez subséquente dans sa filmographie aussi, il y a un troisième personnage, l'étudiant qui a gueulé dans le bar contre le professeur d'art plastique, qui, on a l'impression qu'il a vécu la même sensation que ces deux personnages masculins qu'on a vus au début, les deux artistes. C'est qu'à la fin, quand il l'emmène au motel, il essaie de l'appeler, il voit qu'il est dans la chambre avec le prof, et du coup, il cogne contre la porte, ça fait un gros bruit, ensuite, il s'en va, et on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, c'est le même rapport de jalousie absolue, de volonté de possession du personnage féminin qui ressort et qui envenime sa vie et tout son rapport avec les autres personnages. Est-ce que les personnages masculins, les deux personnages principaux masculins, selon toi, est-ce qu'ils veulent réécrire leur passé? Alors, c'est une question un peu trompeuse. Parce que, alors, au début, quand ils se rencontrent, sans doute, c'est-à-dire qu'ils veulent essayer de se revoir, parce que, justement, c'est à Hong Sang-soo de nous dire, écoutez, maintenant que vous avez la préface de ce qui leur est arrivé, et qu'on vous a montré leurs souvenirs qui ne sont pas forcément les plus clairs qui soient, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez par rapport à ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire que leur première, comme on l'a dit, et je suis content qu'on ait commencé par ça, leur première interprétation, leur première rencontre chez le professeur d'art plastique, c'est une relation, c'est une arrivée très sommaire. On joue avec la neige, on est tous les deux potes, je te montre mon chien, je te montre ma maison, voilà comment j'ai grandi, etc. Et dès l'instant où on se remémore cette jeune femme qu'on a tous les deux aimée, tiens, si on allait la retrouver. C'est pas un geste anodin, ça. Tiens, si on allait la revoir, parce que je sais pas, au début ils sont tous les deux, c'est juste pour prendre des nouvelles, quoi. Il y en a surtout un qui le veut beaucoup plus que l'autre, mais finalement ils vont tous les deux réussir à s'embrigader dans cette aventure, d'essayer de la retrouver, et donc peut-être corriger un petit peu leur passé, quoi. C'est des espèces de relations où on a eu une relation sentimentale qui s'est pas bien finie, ou qui s'est pas finie comme on le voulait, et donc on se dit tiens, on va essayer de combler un peu le trou existentiel qu'il y a dans cette relation, en faisant genre je m'intéresse un peu à ce que tu deviens, comment est-ce que tu as évolué. On voit que la personne a évolué, n'est plus du tout la même, ou alors n'est pas comme on l'espérait, et on se rend compte que finalement
on a raté pas mal de coches, et qu'est-ce qui est devenu ma vie à côté de celle-ci, quoi. C'est tout ce genre d'interrogation qui me plaît beaucoup. Aung San Suu Kyi, il réussit à créer une profondeur absolument immense dans les relations sentimentales, malgré le fait qu'on montre pas grand-chose. Le film est vraiment très court, il fait 1h20 et quelques, et dans un enchaînement de scènes d'une intimité folle, on produit du sentiment, de l'impression, par des scènes de conversation anodines où on se dit des choses, on se dit des trucs qui n'auraient pas eu lieu d'être quelques années avant, et on se dit mais tiens, mais c'est pas comme ça que j'aurais imaginé la chose, ou est-ce que j'ai vraiment encore une chance avec cette personne, quoi. Il y a beaucoup trop de profondeur pour que je puisse ne pas trouver ça admirable. Je trouve qu'il réussit à édulcorer ça de façon parfaite. J'aime beaucoup ce film pour ça, justement. C'est qu'il y a beaucoup de défauts, mais je ne veux pas dire qu'il les analyse, il les démontre, il les représente de façon extrêmement juste, même malgré le fait que ce soit pas forcément comment je pourrais dire ça, amélioratif. Il les montre quand même sur un prisme qui est très réel, et qui est souvent des sentiments qu'on refuse d'extérioriser, et qui sont pourtant des sentiments qu'on a à l'égard des relations qu'on a eues, qu'on n'a pas eues, qui sont mal finies, qui sont finies pas comme on les voulait, quoi. La femme et l'avenir de l'homme, c'est une phrase d'Aragon, ça, je crois. C'est quelque chose, oui, tout à fait. C'est une phrase de poème d'Aragon qui a été repris par Jean Ferrat après. Voilà, c'est ça, Jean Ferrat. Donc, c'était La femme et l'avenir de l'homme, le 5e film de Aung San Suu, réalisé en 2003. C'était Jules Gauthier qui était là pour nous en parler. Jules Gauthier, je rappelle, On se fait un ciné, entre autres. Vous avez tous les descriptifs, enfin tous les éléments dans le descriptif de la vidéo le concernant. Merci beaucoup, en tout cas, Jules, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à 2-3 questions pendant plus de 30 minutes. Merci beaucoup à toi, Jules, et à très vite. À très vite. Et générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just